Bonjour Yvan. Salut. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Cryptost. Je crois que ça fait un petit moment qu'on t'a pas eu sur la chaîne, 2 ans de mémoire. Je crois que c'était la dernière fois avec Valentin à NFT Paris. Tout à fait. Et là, cette fois-ci, c'est moi qui ai la chance de te recevoir, donc je suis très heureux. On va parler de ce que tu fais puisque tu es responsable de toute la partie crypto, blockchain, Web3 au sein de BPI France. Tu vas nous expliquer ce que c'est que BPI France, mais en tout cas, c'est très intéressant, très passionnant. Et justement, la première question que je vais te poser, c'est à ce sujet-là, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que BPI France et ce que tu y fais? Tout à fait. Donc BPI France, c'est la banque publique d'investissement. Donc c'est une banque qui est liée à l'État français euh, et donc qui va soutenir l'économie française via des produits bancaires. Donc ça peut être du prêt, des produits d'investissement, et puis il y a même des produits dédiés à l'innovation, comme des subventions. Et la blockchain et les cryptos, ça fait partie de l'innovation. Et donc, c'est dans ce cadre qu'il y a une sorte d'interface entre BPI France et le secteur blockchain crypto. Et nous, notre objectif, c'est de faire la meilleure interface possible sur du financement d'abord, beaucoup, parce que c'est notre métier. Et puis de regarder ce qu'on peut faire en plus en termes d'animation d'écosystème, d'accompagnement et de projets internes. Alors, on parle de financement de projets. Je sais que c'est un sujet dont on entend de plus en plus parler aussi avec l'écosystème des cryptos, qu'on découvre, qui n'était pas forcément un domaine, je pense, qu'on connaissait par le passé. Nous, on le voit un peu par le prisme des fonds d'investissement, des VC, puisque souvent quand on parle de tour de financement, c'est ce genre d'acteurs qui participent. Vous, de votre côté, est-ce que ça ressemble à ça? Comment ça se passe? À quel moment du financement des entreprises vous intervenez? Et sous quel format, en fait? À quoi ça ressemble? Alors merci, c'est une très bonne question. En fait, on va intervenir à tous les stades avec des produits qu'on va tenter d'adapter au mieux. Donc par exemple, quand tu montes une entreprise, une start-up, tu es éligible à une subvention. Ça ne veut pas dire qu'elle est automatique, hein, mais tu peux la demander. Qui va aller, c'est les fameuses bourses French Tech, qui peut aller jusqu'à 50 000 euros, voire 90 000 euros pour les subventions Deep D'accord. Tech. En revanche, il peut y avoir des conditions, par exemple sur les fonds propres, et ça, tu le sais pas forcément. Et donc c'est pour ça qu'il faut mieux contacter le plus tôt possible BPI France, pour finalement avoir une sorte de calendrier. Si on doit, donc les fonds propres, pour rappel, c'est le capital social de l'entreprise, c'est combien on met au début pour monter la boîte. Comme ça, elle a des capitaux et elle peut utiliser ces capitaux pour se développer. Mais il y a plein de subtilités comptables. On peut utiliser les comptes courants d'associés, c'est quand vous faites un prêt à votre propre entreprise, par exemple, et ça peut constituer une première enveloppe de fonds propres. À part des fonds propres, on peut mettre une subvention en face. Et après, quand l'entreprise se développe, là, en fait, on va financer des moments importants du développement par du prêt. Typiquement, c'est les prêts, les avances remboursables par rapport à une roadmap R&D. Vous avez un projet important qui est risqué, mais qui peut déboucher sur du chiffre d'affaires, de la création de valeur, on va en financer une partie. Ou alors, vous levez des fonds, donc là, on peut intervenir sur la levée de fonds en capital, mais on peut aussi intervenir en dette, puisque il y a un adage connu qui dit que on a de l'argent quand on a de l'argent, et donc finalement, l'argent appelant l'argent, on va pouvoir top up l'equity avec de la dette. Donc il y a des mécanismes, c'est pas forcément automatique. Il y a aussi, et c'est pour ça qu'on essaye de passer du temps avec les entrepreneurs pour qualifier les demandes, parce que la blockchain c'est un peu particulier. Il peut y avoir des questions par rapport à la reconnaissance comptable des tokens qui sont plutôt post-ICO considérés comme du chiffre d'affaires constaté d'avance, des éléments comme ça, juridiques ou même techniques, qui peuvent nécessiter un niveau d'analyse supplémentaire. Parce que c'est vrai que toi, tu touches uniquement à l'écosystème Web3, crypto et blockchain, ou Alors, aussi au reste? par capillarité, Ouais. déjà, il y a un côté, même si on n'est pas des fonctionnaires, puisque BPI France est une entité privée avec des capitaux publics, mais on est quand même des serviteurs de l'État. Il y a un côté ouvert. Si un entrepreneur a une question, on ne va pas lui dire c'est pas le bon guichet ou je ne parle que Web3. Bien sûr, on est là pour l'aider. Et il y a des capillarités. On va peut-être en parler tout à l'heure, mais typiquement, IA et Web3 peuvent se rapprocher sur certains éléments. Et il y a des questions légitimes des entrepreneurs. C'est bear market. La GenAI est très tendance. Est-ce que je me focus plutôt
sur la GenAI en attendant de relancer des parties Web3 sur mon entreprise. Et ça, on est ravis d'en parler, puisque oui, le Web3 s'inscrit également avec d'autres nouvelles technologies. Et ce qu'il faut, c'est comprendre quand même la carte globale, quoi. Ouais, j'allais te dire ça justement parce que on sait que l'écosystème des cryptos n'est pas forcément très bien vu, notamment de la part des banques. Donc on peut imaginer que l'accès au financement est un peu compliqué pour les projets crypto. Justement, par rapport à d'autres domaines de la tech, l'IA ou peut-être d'autres, est-ce que pour des projets crypto, c'est plus compliqué aujourd'hui, même si on est en bear market ou pas, d'accéder à des financements? Alors, oui et non. Oui, il peut toujours y avoir des soucis de bancarisation, mais ça, il ne faut pas se flageller. C'est-à-dire que c'est le cas partout dans le monde. C'est pas une spécificité de la France. Et la France a des acteurs crypto-friendly. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de les citer, mais voilà, si ce sera coupé. C'est Société Générale Forge, Ouais. Banque de Lubac, qui sont des acteurs connus Bien sûr. et qui permettent de faire des opérations dans ce domaine. Maintenant, sur le financement en tant que tel, en effet, tu as mis le doigt dessus, on est très lié au financement global de la tech. Le financement global de la tech est en baisse. Il y a une forme depuis la remontée des taux, il y a une forme de crise du capital risque, une forme de remise en cause. La crypto, enfin les boîtes blockchain crypto ne sont pas épargnées. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'un bon projet ne trouve pas de financement. Là, je pense à une entreprise, je peux en parler, qui s'appelle Spyco, qui fait de la tokenisation de fonds monétaires. Ils sont en train de boucler une levée, ou ils l'ont bouclé. Ça, c'est très positif. C'est-à-dire que maintenant, c'est sûr que mécaniquement, comme il y a moins d'argent, si on a un projet qui n'allait pas forcément être financé, statistiquement, on va avoir encore moins de chances de le financer. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait en bear market ? Il faut regarder les autres sources de financement et être opportuniste. Typiquement, dans les fondations crypto, il y a des fondations qui sont moins généreuses qu'à une époque, mais il y en a d'autres qui sont nouvelles. Je pense à Arbitrum, typiquement, qui est assez bullish au niveau de sa fondation. Et puis au niveau des financements publics, on peut, et les financements privés, on peut aussi voir des alternatives. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter au cycle de marché. C'est un grand retour des accélérateurs, typiquement. Alors, ça va faire plaisir à Crypto, c'était à Cube 3. Mais c'est vrai que dans le cycle, quand on est entrepreneur, on a aussi besoin d'avancer, on a aussi besoin de consolider une histoire par rapport à son projet. Et c'est très bien de dire, voilà, on avance avec telle entreprise, on rejoint un accélérateur crypto. C'est un peu de l'opium, d'une certaine façon, pour avoir accès aussi aux structures nécessaires pour pouvoir se développer au-delà même des financements. Mais c'est vrai que c'est une bonne question et j'allais justement te la poser, ou j'avais prévu de te la poser dans ce podcast, parler de ce bear market. On l'évoquait sur Cryptost il y a quelques semaines, je crois. Les levées de fonds sont vraiment au plus bas dans ce bear market sur le troisième trimestre de l'année 2023, avec des chiffres qui sont quasiment 10 fois plus bas que ceux qu'on a pu connaître en début d'année 2022, donc qui témoignent quand même d'un intérêt qui est de plus en plus faible envers l'industrie des cryptos par rapport aux investisseurs, donc principalement du côté des levées de fonds. Et pourtant, ça ne veut pas dire non plus que l'écosystème des cryptos est terminé, que les projets n'ont plus d'avenir. Mais comment, en plus vous qui êtes donc dans ce domaine-là du financement, comment est-ce que on prépare un bear market comme ça? Comment est-ce qu'on fait pour s'y préparer quand on sait qu'on doit financer des entreprises? Alors, il y a 3 éléments de réponse. Le premier, c'est très concret. D'un point de vue très opérationnel, nous on s'y prépare en essayant de financer des entreprises pour qu'elles aient plus de ce qu'on appelle du runway, tout simplement de la trésorerie, pour pouvoir continuer à travailler sur leur projet et passer le bear market pour être prêt lorsque le marché repart et pouvoir vendre leurs produits. Donc ça, c'est très opérationnel. Alors, on n'a pas des enveloppes extensibles, c'est-à-dire, donc on va faire avec ce qu'on a, et puis il y a plein d'autres projets, plein d'autres technologies à financer, mais on va avoir conscience que ça peut être intéressant maintenant de sécuriser sa trésorerie, puisque le bear market continue encore. Le deuxième point, il est plus justement un peu macro. Les levées de fonds, globalement, ont baissé. Et il y a des mécaniques un peu locales, c'est-à-dire que, alors c'est des termes un peu barbares, mais c'est très simple. À partir des séries A, B aux États-Unis, donc c'est des grosses levées de fonds, ça s'est complètement écroulé. Il y en a quasiment plus.
En 2 mots, tu peux rappeler les ordres Les stades, des tours de donc on dit financement. pré-seed, seed, série A, B, jusqu'à toutes les lettres de l'alphabet si vous voulez, Ouais. jusqu'à normalement la revente à un industriel du secteur, à un fonds de private Une equity introduction. ou une introduction en bourse. Et donc aux États-Unis, à partir des grosses séries A, il n'y a plus de marché. En revanche, il y a encore du pré-seed et du seed, donc qui sont des petites levées de fonds. En Europe, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que il y a moins de risques qui est pris sur le pré-seed et le seed. En revanche, il y a des belles séries A qui sont en train d'être closées parce que c'est des gens qui ont montré la valeur de leur business model et ça rassure. Et comme ils ont plutôt des bons chiffres, les investisseurs européens, On est un petit peu plus frileux. voilà, tout à fait, exactement. Donc ça, c'est une mécanique un peu macro qui fait que tout simplement, tu vas t'adapter à cette mécanique macro. Et ça peut aussi jouer dans l'accompagnement des entrepreneurs, de leur dire, bon, c'est peut-être pas le moment d'aller sur le marché avec une grosse levée de fonds, ou c'est peut-être pas le moment d'aller voir les gens pour un pré-seed. Au contraire, voilà, il faut rejoindre un accélérateur, il faut D'abord, prendre des grants. attendre peut-être que le des marché subventions. reparte un peu Voilà, pour avoir plus d'intérêt à se lancer à ce moment-là, là où les financements sont peut-être plus faciles à obtenir, c'est ça? tout à fait. Alors que si aujourd'hui on va voir le marché, on va se prendre un échec et finalement, si on va revoir les VC, ils vont rester de mémoire sur ce dernier échec. Bien sûr. Autant les voir sur son meilleur jour. Donc ça, c'est l'aspect un peu plus macro. Ceci dit, si on a un projet de qualité, qu'on travaille sur une tech intéressante, qu'on a des users, il y a plein de projets. Morpho a une TVL très intéressante, travaille sur une V2. Voilà, il y a plein de projets qui ship des choses très valables. Atlantis aussi, là, travaille sur une V2 mainnet qui peut être intéressante. Donc ça, il n'y a pas de problème sur les fondamentaux. Les cryptos sont là pour rester. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que la narrative du bear market va changer via un ETF Bitcoin ou via des projets de tokenisation? Puisque là où ça change, c'est que les acteurs bancaires, en tout cas aux États-Unis, sont extrêmement impliqués. Et ils sont impliqués via des projets et des équipes. Je veux dire, que ce soit Fidelity, JP Morgan, ils ont des centaines de personnes dans leur équipe qui travaillent plein temps sur les thématiques blockchain crypto. Donc ça devrait relancer le marché. Maintenant, il y a toujours un côté Fepool. Est-ce que c'est le lancement de l'ETF qui va lancer le marché? Est-ce que c'est l'intérêt des banques On peut aussi se poser la question. On se dit, il y a le halving avec, on sait, tout le monde qui va se dire peut-être que le halving va être l'élément déclencheur. Assez étonnamment, l'approbation de l'ETF Bitcoin Spot de BlackRock ou d'un autre pour arriver aux alentours de cette date-là. Donc est-ce que c'est l'un qui va entraîner le bull run ou plutôt tout le monde qui va vouloir le bull run et qui va s'attacher à cette news? On n'en sait rien, mais c'est vrai que dans tous les cas, ça risque certainement de donner quand même un petit effet positif sur le marché. Il y a des frémissements. Voilà. Ensuite, il y a quand même une tendance des reward assets qui sont liés aux actifs financiers classiques et de ce fameux bridge avec tout ce qui est crypto, blockchain, DeFi, donc ça qui est en train d'arriver. Et donc il y a une narrative positive possible qui est un marché qui repart et une sorte de reward asset summer avec une accélération de cette narrative. Ça, c'est un scénario possible, il y en a plein, il y a des scénarios moins fun aussi, je veux dire, tout est une question de pondération et de statistiques. Le scénario pas fun, c'est finalement, le Bitcoin a montré des seuils de résistance, mais c'est finalement une liquidité qui s'essouffle un peu, un Bitcoin qui repart vers les 33, puis vers 30, et cette absence de nouvelles narratives qui fait que là, les projets ne peuvent plus compter sur ce bull market qui arriverait. Et du coup, ça met les trésoreries des entreprises encore plus sous pression, ça met les projets encore plus sous pression, et ça peut, malheureusement, ça fera qu'il y a plus de projets qui iraient
à la casse, quoi. Mm. Alors attention, un projet qui va à la casse, c'est pas la fin du monde. Les équipes peuvent se recycler, se relancer. Mais c'est toujours un peu éprouvant pour les fondateurs. Et puis malheureusement, c'est trop perçu comme un sentiment d'échec. Surtout quand ils vont à la casse, pas parce que le projet est raté, mais parce qu'en fait le timing était mauvais ou le marché n'a pas été assez propice pour leur lancement. Donc c'est vrai que dans ce cas-là, c'est un peu dommage. Mais vis-à-vis de ce scénario-là, bon, on va pas évidemment donner des prédictions, j'ai aucune prétention à vouloir prédire l'avenir du marché ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que quand on se rend compte que pendant ce bear market, il y a eu beaucoup d'institutionnels qui sont rentrés, on parlait du bull run des instituts, je pense que c'était aussi le bear market des instituts, on le voit, tu le mentionnais, des JP Morgan, des BlackRock et des tas d'autres entreprises qui s'intéressent soit au Bitcoin, soit au Real World Asset ou à d'autres, surtout au Real World Asset. Alors on se dit, bon, ils ont quand même eux aussi déjà investi là-dedans. Il y a un moment donné où ils vont vouloir délivrer, ils vont pas vouloir que le marché tombe à zéro et que le Bitcoin reparte à la baisse forcément. Donc j'ai un peu envie quand même de croire au fait que ce scénario a moins de chances d'arriver, ce scénario négatif. Ah oui, bien sûr, encore une fois, tout est une question de pondération. Et c'est comme ça que finalement, c'est absolument pas des conseils financiers, mais c'est vraiment une capacité, enfin une sorte de discipline à établir les scénarios et une probabilité adossée à ce scénario. Après, il y a des scénarios très positifs qui sont également un repart, que les institutions soient là, que le retail reparte, qu'on arrive sur typiquement des layers 2 très très efficientes qui permettent que typiquement un jeu, un casual game Web3 sorte, devienne une sorte de best-seller international, et comme il sera mis sur une bonne L2, il pourra scaler sans les problèmes qu'on a pu connaître à l'époque des CryptoKitties. Donc il y a plein de scénarios très positifs aussi. C'est juste que faut être rationnel au niveau des statistiques. En revanche, une implication des acteurs institutionnels plus une forme de renouveau de cycle, que ce soit le halving ou c'est tout à fait probable, et ce serait idéal pour l'industrie, sachant que les bear markets sont quand même des moments de consolidation pour, comme on dit dans le secteur, buidler. Là, il y avait la DevConnect à Istanbul. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont très sérieuses, qui arrivent à des produits de très très bonne facture. On a quand même beaucoup progressé sur la scalabilité aussi des environnements. Et donc ça permet de se dire que d'une certaine façon tout le monde est prêt pour le prochain cycle, mais ce sera un autre cycle et puis il y aura d'autres problèmes éventuellement, d'autres et ce qui est très intéressant, c'est qu'encore une fois dans ce secteur tout est possible. Des narratives, il y en a plein. Les NFT ne sont pas morts. J'allais te poser une question là-dessus justement. Parce que je comprends ce que tu voulais dire, je reviens juste là-dessus rapidement, sur les scénarios, etc. Ça fait aussi partie, j'imagine, de votre métier que de penser à tous les scénarios possibles et pas d'avoir en tête que le scénario positif ou que le scénario négatif, forcément, j'imagine. Mais tu évoquais tout à l'heure le fait que ici en Europe, on a plutôt tendance à aller financer des entreprises qui sont en série A ou en tout cas un petit peu après, donc des entreprises qui sont là depuis un certain temps, on va dire. Sauf que je me suis dit aussi, dans l'écosystème des cryptos, on a quand même des tendances qui évoluent très rapidement. En 2021, la tendance était plutôt au layer 1, concurrent d'Ethereum. Aujourd'hui, comme tu l'évoquais, elle est peut-être un petit peu plus sur les layer 2 qui viennent suppléer Ethereum. Même si on a un Solana qui explose, mais bon, en termes de tendance, j'ai l'impression qu'on est plus comme ça. Les NFT aussi, c'était un petit peu la tendance de 2021 avec les métaverses. Aujourd'hui, ça s'est essoufflé. Comment vous positionnez là-dessus sur des investissements que vous avez faits dans des projets qui sont dans des tendances qui sont peut-être passées et avec des tendances qui se renouvellent, comment on appréhende un marché comme celui-là? C'est une très bonne question. Sur les tendances, il faut déjà toutes les lister le plus tôt possible. Après, il faut voir quelle data on a sur ces tendances. Typiquement sur les NFT et le gaming, c'est Axie Infinity nous a montré que oui, il y a quelque chose. Il y a un début de modèle économique lié à un jeu. Après, il y a plein de limitations aussi, mais on se dit, la personne qui va régler ce gameplay, normalement, la tendance va repartir très fortement. Alors, la question toujours, c'est
Mais comment réactiver cette tendance, justement? Est-ce que c'est un triple A, donc un très très gros jeu auquel on a mis de jouer, et la partie Web3 apporte des incentives économiques, de la portabilité, de la transparence, qui montrent que c'est un nouveau standard de jeu? Est-ce qu'au contraire, c'est du petit jeu casual gaming qui va avoir un reach plus important où n'importe qui peut y jouer et du coup participer à des mécanismes d'incentive économique avec des tokens? Ça, c'est très difficile à savoir. Mais ce qu'il faut, c'est un peu mettre des sondes partout pour, dès qu'il y a des signaux faibles, pouvoir être plus à l'écoute. Aujourd'hui, les tendances très fortes, c'est la tokenisation. Il y a eu une première vague en 2018 et là, il y a une seconde vague qui est encore plus importante parce qu'il y a plus d'acteurs bancaires qui sont impliqués. Donc, ça montre que la tendance a grandi. Et après, il peut y avoir des tendances avec des signaux faibles importants. On a beaucoup parlé de Layer 2. En effet, je pense qu'en termes de scalabilité, il y a un énorme travail qui a été fait par beaucoup d'équipes. Du coup, maintenant, il faut peut-être rééquilibrer ce fameux triptyque entre décentralisation, la sécurité. Par exemple, la privacy revient un thème à la mode, donc protection de la vie privée. On s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui passent sur les blockchains. Peut-être qu'il y a des transactions qu'il faudrait arriver à cacher sur certaines Layer 2 spécifiques à ça. Mais ça pose beaucoup de problèmes techniques, ça pose des problèmes d'expérience utilisateur. Il faut que l'expérience utilisateur elle soit aussi moins bonne, aussi bonne, exactement. D'autres types de projets. Voilà, on peut le voir comme des queues d'aéroport. Il y aurait un fast track qui permettrait de passer plus vite, et puis une queue normale où chacun attendrait son bloc au prix du moment, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir cette discipline de bien mapper toutes les tendances et de regarder les signaux faibles, qui peuvent rester des signaux faibles ou qui peuvent à un moment exploser. Et c'est aussi la beauté de ce domaine qui est la blockchain et les crypto-monnaies, c'est que ça peut venir de plein d'endroits. On l'a vu. Ouais. Ça peut retomber, oui, on l'a vu avec le NFT Metaverse, mais ça peut repartir. Et ce qui est certain, c'est que la technologie, elle continue d'avancer. C'est ça en fait qui est ultra rassurant. Justement, à des événements comme DevConnect, ce qui est très rassurant, c'est de voir des développeurs continuer à construire et de s'appuyer sur un socle technologique qui est solide. Et c'est aussi pour ça que les banques ont un intérêt à aller dans ce secteur, c'est que le socle technologique qui est fait, qui est quand même le socle idéal pour l'échange de valeur, il est très robuste. Il a plein de choses à améliorer, mais c'est toute la question. C'est-à-dire qu'on est parti d'un réseau de paiement qui est décentralisé, qui est Bitcoin. Aujourd'hui, on arrive typiquement avec les ZK Proof, arriver finalement à transmettre de la donnée sans la dévoiler, enfin à requêter de la... Il y a plein d'éléments où on a énormément progressé, et c'est ça le véritable intérêt de ce secteur. C'est de faire avancer ces projets. Donc pour ça, faut des gens, faut des talents, donc il faut toujours que le sujet passionne, et faut de l'argent. Et donc il faut des investissements, du financement. Donc si le bear market ne dure pas éternellement, ça devrait repartir, et puis après on repart dans un outil. Et donc là on a compris que vous avez mappé les tendances, c'est un peu le travail que vous faites. Donc voilà, on parlait de Layer 2, on parlait de tokenisation, on parlait de gaming, NFT, des tendances qu'on a vues. Moi je rajouterais aussi peut-être d'ailleurs les tendances autour de Bitcoin et des Layer 2, des NFT sur Bitcoin, qui est une tendance qui a émergé très 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 rapidement. Le protocole a été lancé en janvier. 2 mois après, on avait les premiers BRC20. C'est comme tu disais, ça va très vite. Il faut garder un œil toujours un peu partout. Mais bon, on a compris que vous avez quadrillé les tendances. Après, plus précisément, comment vous faites pour sélectionner les projets dans lesquels vous investissez? Vous avez un processus de sélection en particulier, une stratégie à appliquer? Bien sûr. Disons que déjà, ça dépend quel financement souhaite ce projet. Est-ce que c'est un investissement? Est-ce que c'est un financement classique? Est-ce que c'est une subvention? Est-ce que c'est un concours innovation auquel il postule? Mais justement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que après, on peut mapper toutes les tendances, mais il y a également un échantillon des entreprises françaises qui travaillent dans le secteur. Et il y a une sorte de calque à poser pour se dire où est-ce qu'on est bon
En fait, où est-ce qu'on est leader, où est-ce qu'on a des challengers intéressants qui pourraient éventuellement être rachetés demain ou consolidés ou même racheter des acteurs. Et c'est ce calque qui est aussi un peu compliqué parce que c'est pas parce qu'il y a une nouvelle tendance qui est top qu'il faut absolument la financer. S'il n'y a pas le bon acteur en face, il y a une forme de discipline à avoir, de dire bon, ou typiquement c'est un grand classique des VC, mais les VC financent très rarement deux boîtes qui travaillent sur la même techno. Ils vont dire ça sert à rien, nous ce qu'on veut c'est qu'il y ait un gagnant. Ouais. Si on finance deux, finalement on va avoir un gagnant et un perdant, et donc ça c'est assez classique. Donc tout ça pour dire que on va avoir un processus de sélection, mais il faut aussi comprendre que tout le monde est dépendant des entrepreneurs. Je donne un exemple assez parlant, c'est tout ce qui est miners value extracting, donc MEV. Il y a Flashbots, qui est un leader reconnu. Est-ce qu'il y a des acteurs européens qui sont en mesure de concurrencer Flashbots? Et à un moment, on s'est posé la question et on s'est dit bon, que c'était compliqué. C'est pas pour ça que c'est pas intéressant de travailler sur la MEV, mais c'est là, finalement, il faut aussi qu'on fasse le travail en avance de phase, de se dire, tiens, et si on trouve un acteur, est-ce qu'on ne pourrait pas le financer un peu plus tôt que juste d'attendre au guichet et de dire, tiens, il y a un acteur qui vient nous voir, qui a un projet dans les NFT, et de voir est-ce qu'on est dans la tendance ou pas. Vous avez aussi donc une démarche un peu proactive d'aller vous-même peut-être parfois chercher des projets et les démarcher. Sur certains sujets vraiment niches, ouais. Mais en général, il y a une raison. Si les entrepreneurs ils sont pas, les entrepreneurs français n'ont pas du tout à rougir, au contraire, c'est que soit c'est très compliqué, soit c'est que le marché est déjà pris, soit... le marché européen n'est pas adapté aussi bien que le marché il y a une réglementation qui fait que c'est pas idéal. Donc il ne faut pas non plus se faire des nœuds au cerveau. Mais voilà, l'idée c'est de quand même bien comprendre l'environnement global et bien comprendre les forces et les faiblesses de l'écosystème en local. Et puis on a des forts enjeux aussi pour demain, c'est de consolider un écosystème européen. On parle beaucoup de MiCA, donc ça c'est très bien, c'est une consolidation au niveau réglementaire et juridique, mais il faudrait aller plus loin dans la consolidation des équipes. On connaît tous très bien nos écosystèmes locaux, mais c'est vrai que quand on demande à des gens de l'écosystème français de citer des gens de l'écosystème allemand, ça peut être plus difficile. Les gens en général connaissent Gnosis, et c'est normal, c'est un gros acteur. Mais de se dire, tiens, c'est dommage parce que on devrait parler d'une voix plus européenne vis-à-vis des écosystèmes US, donc américains et asiatiques, qui sont très forts, quoi. J'ai peut-être une dernière question à te poser, puisque je vois qu'on arrive quasiment à la fin de ce podcast. Par rapport aux investissements de la BPI, pour revenir là-dessus, ça représente quoi, pour donner un peu une idée en tête de ceux qui nous écoutent en termes d'investissement, par exemple sur l'année 2022, qui est l'année écoulée, combien vous avez injecté dans l'économie française? Alors, c'est compliqué à mesurer. Nous, on va le mesurer plutôt sur quelle enveloppe va être dédiée à ce secteur. Et on va pas forcément la splitter année par année pour des raisons de confidentialité, mais aujourd'hui, on va dire qu'on a une enveloppe de presque 100 millions dédiés au secteur, qui a été dédié au secteur, avec des financements à hauteur de quasiment plus de 40 millions d'euros, de l'investissement à environ 10 millions d'euros et de l'investissement dans des fonds sur le reste. Et on a encore, bien sûr, des capacités de financement. C'est-à-dire qu'on va continuer à financer cet écosystème. Maintenant, si on va dans les chiffres en profondeur, c'est là où tu peux minimiser. C'est-à-dire que quand tu investis dans un fonds, il y a un système qui s'appelle les appels de fonds. Si tu dis que tu investis 5 millions dans un fonds, en fait, tu vas l'investir au fur et à mesure. Le fonds va appeler ton argent quand il en aura besoin. Tu ne fais pas un virement le premier jour de tes 5 millions. Donc ça va réduire l'exposition. Donc on a aussi, c'est pour ça, au niveau du risque, au niveau de notre bilan, même si on a un bilan à presque 80 milliards, donc une exposition de 100 millions, c'est faible, mais finalement l'exposition réelle est encore plus faible. Mais ça, c'est de la comptabilité bancaire. En revanche, pour un acteur européen,
C'est très important comme exposition. On s'aperçoit qu'il y a peu d'institutions qui sont aussi exposées, qui sont aussi impliquées dans ce secteur. Maintenant, si tu compares aux 8 milliards d'André Sedorovic sur la thématique, on a du travail, quoi. Petite dernière question, on parlait donc de fonds publics, on parle de tokenisation aussi d'un autre côté. Je me suis posé la question et je l'ai vu passer un petit peu sur les réseaux sociaux ou sur des forums. Est-ce que ça fait partie des éléments sur lesquels vous avez réfléchi, à savoir de tokeniser un investissement que vous pouvez faire dans une entreprise pour permettre à des particuliers comme moi par exemple d'investir par votre biais dans des entreprises de l'industrie française? Alors, complètement, puisque on a BPI France a sorti un produit qui s'appelle BPI France Entreprise, qui permet à n'importe quelle personne d'avoir accès à une part de notre fonds de fonds. Donc c'est un produit qu'on dit de private equity. Alors, il y a des conditions pour être éligible, il y a des montants minimums, mais ça c'est une forme de technicité financière et puis de réglementation à respecter. Et ça, on s'est posé la question de dire mais pourquoi on ne pourrait pas le tokeniser pour rendre ce produit encore plus accessible. La difficulté qu'on a, c'est qu'on n'est pas encore sous régime MiCA, que ça peut poser certaines questions juridiques. Et puis après, il y a aussi une question plus globale qui est est-ce que les gens attendent ça? Est-ce qu'ils ont vraiment envie? Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre un produit, de la finance digitalisée et de la finance tokenisée? Et ça, c'est des questions qu'on se pose. Maintenant, on est bien sûr en veille active là-dessus. La tokenisation semble très bien engagée et on va continuer à être en veille là-dessus et j'espère qu'on pourra participer à cette révolution de la tokenisation. Donc là, on est vraiment sur le sujet parce qu'on est directement concerné en fait. Maintenant, c'est encore quelque chose de nouveau, il y a encore quelques incertitudes réglementaires. Ceci dit, les règlements européens, donc MiCA et ce qu'on appelle le DLT Pilot Régime, qui est une sorte de sandbox, donc d'espace d'expérimentation, permettent quand même beaucoup de choses et sont très positifs. Bon, en tout cas, on demandera à la communauté, peut-être qu'ils pourront nous donner leur avis dans les commentaires, savoir si ça les intéresse. Je pense que ça pourra intéresser du monde, à mon avis. En tout cas, merci beaucoup pour ta contribution. On arrive à la fin du podcast. C'est toujours intéressant de voir, et c'est quelque chose qu'on essaye de porter aussi avec Cryptost, l'innovation au sein de l'écosystème français. D'ailleurs, c'est l'un des sujets dont on va parler dans la 4e édition du Journal Papier. Je ne sais pas si tu as été invité dans cette édition, je sais que tu as été dans les précédentes, en tout cas la 3e édition. Et bien là, voilà, dans la 4e édition du Journal Papier, on parle justement de ces entreprises françaises qui rayonnent à l'international et notamment grâce à des financements, en particulier les financements de la BPI, donc tout se recoupe. Voilà, merci à toi pour ta contribution dans ce podcast et puis on se dit à très vite sur Cryptost. Merci Lilian, à bientôt.